Bonjour à tous et bienvenue dans le webinar. Écoutez, comme d'hab, on va laisser le temps à chacun d'arriver et de se connecter au webinar. On devrait être une bonne vingtaine aujourd'hui. Et donc, on attend quelques instants. Écoutez, moi j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Nous, c'est bien chargé, bien à fond, donc c'est plutôt sympa d'avoir repris le boulot et puis d'avancer sur pas mal de projets. Et on espère que c'est la même chose pour vous. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on se retrouve pour présenter Canopsys et particulièrement Canopsys 2504. Mais vous verrez qu'on abordera aussi un petit peu la suite, puisque c'est un tout petit peu tard pour Canopsys 2504, dans la mesure où le mois prochain sort la 2510. Donc, on pourra vous en toucher deux mots en même temps. N'oubliez pas que vous avez à disposition le chat dans Livestorm en bas à droite et puis les questions si vous le souhaitez. Donc, on a aussi des gens en background qui peuvent répondre à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ces outils et on répondra aux questions. Et puis, même si vous voulez nous rejoindre sur scène, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus en fait. Oui, tout à fait. Donc voilà, comme on le disait pour ceux qui se connectent entre-temps, bienvenue. Et puis donc vous avez, on se laisse jusque un petit 10h05 là, pour démarrer la présentation. Donc ce webinaire, c'est un webinaire de présentation de la 2504. Ce sera l'occasion de découvrir Canopsys pour ceux qui ne connaissent pas Canopsys. Et pour ceux qui le connaissent, ce sera une petite piqûre de rappel. On présentera, comme le disait Mickaël, la 2504, mais on aura l'occasion d'aborder donc à l'aube de la 2510 qui sortira dans un mois, donc fin octobre. On aura l'occasion de vous parler des fonctionnalités qui arriveront dans la prochaine version. Donc voilà, donc vous avez sur Livestorm plusieurs onglets sur le bas de l'écran. Donc vous avez un onglet chat, vous avez un onglet questions. Donc l'onglet chat, c'est pour nous saluer comme vous le faites bien. Et donc on vous salue de nouveau, Cyril, François. Et puis vous avez un onglet questions lorsque vous souhaitez justement mettre en exergue une question lors de notre présentation. On veut que la présentation soit la plus interactive possible. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Celui qui ne parle pas interpellera l'autre pour pouvoir y répondre en live. Et puis, vous avez un petit onglet sondage. Claire-Marie, au niveau de la communication, vous a réservé quelques questions qui nous permettent de mieux nous adapter à vos attentes en vue de prochains webinars. Donc, n'hésitez pas non plus à donner vos avis au travers de cet onglet sondage. Voilà. Bon, tout le monde est en train de se connecter, donc on va pouvoir démarrer dans 2 minutes, comme prévu. Et donc, n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions. On vous présente Canopsys et particulièrement Canopsys 2504 aujourd'hui. Et on vous donne quelques informations sur la version qui sort aussi le mois prochain. C'est open, s'il y a utilisé l'onglet chat pour la discussion. Et puis effectivement, Armand, Julien, Claire-Marie, Edouard vous répondront quand je parlerai et inversement. Donc n'hésitez pas et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On démarre dans 1 minute, d'accord? Et puis comme ça, on pourra dérouler le plan qui est prévu. 10h04, c'est ça. Dans 1 minute, on démarre. Je vois qu'il y a certaines personnes qui connaissent déjà Canopsys, donc qui sont présents. Alors, il va y avoir une partie de rappel pour vous, mais si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à nous interpeller donc au travers de l'onglet questions ou du chat. Et puis, on pourra y répondre avec plaisir, même si on sort un peu du cadre. On y répondra avec plaisir, il n'y a pas de problème. Allez, on va démarrer quelques secondes, et puis et puis on débute, Armand. Ouais. Justement, on évoquait en introduction là, avec Mickaël le fait que ces webinars, pour des personnes qui connaissent déjà Canopsys, il peut y avoir un petit côté redondant. Pour d'autres, comme c'est une découverte, ça pose la structure. Mais on va peut-être réfléchir aussi à d'autres formats. Donc, n'hésitez pas à être force de proposition. Pensez à des présentations avec des zooms sur des features. On pensait également potentiellement à des retours d'expérience ou encore des webinars en collaboration avec d'autres partenaires technologiques.
Donc, n'hésitez pas justement à donner vos avis sur ces nouveaux formats qu'on pourrait mener au travers de ce format webinaire, ces nouveaux contenus. Bon, moi, je te propose d'y aller, si tu veux bien. Tu On va y peux aller. démarrer, quoi. Donc, de nouveau, bienvenue à tous pour les dernières personnes qui se sont connectées. Aujourd'hui, donc, un webinaire de découverte de la 2504, mais comme on le disait, avec une introduction sur la 2510, donc qui sortira le mois prochain. Donc, on va rappeler un peu qui nous sommes pour les personnes qui ne nous connaissent pas, comment fonctionne Canopsys. Canopsys, à quel enjeu nous répondons au travers de la solution, comment on se positionne vis-à-vis de la stack d'observabilité. On va ouvrir le capot pour voir son fonctionnement et le voir donc, au travers de fonctionnement théorique sur des slideware, mais également le voir en fonctionnement au travers d'une démo. On parlera de notre roadmap avec les évolutions à venir et vous verrez qu'en dehors de la 2510, il y a aussi pas mal de choses et pas mal de belles choses qu'on va réaliser dans les prochains mois. Et puis, on vous donnera la visibilité également sur le modèle économique de Canopsys, l'offre commerciale, et on finira avec quelques références qui pourront, s'il le fallait, vous rassurer quant à notre capacité à vous accompagner. Alors, qui nous sommes? Nous sommes à la base une société de services créée en 2002, donc qui s'appelle Capensys, et qui s'appelle toujours Capensys. D'ailleurs, le logo n'a pas changé. Hein. Donc, vous voyez au-dessus de Capensys des briques. Et donc, finalement, Capensys était et est toujours d'ailleurs, mais est né avec un positionnement de marché de spécialiste sur les systèmes Linux et les solutions d'infrastructure open source. Et si je parlais des briques, parce qu'on va chercher les meilleures briques qui existent dans les différentes communautés, chez les différents éditeurs open source, pour construire finalement vos infrastructures libres les plus pérennes, les plus solides pour répondre les plus fonctionnels, ceux qui répondent finalement aux enjeux et aux problématiques que vous nous aurez fixées. Nos métiers dans cette activité de SN, c'est finalement toutes les phases qui sont inhérentes à tout projet d'infrastructure. Donc on démarre par un métier de consulting pour étudier finalement et définir les spécifications techniques fonctionnelles liées à vos projets. Deuxième métier, plutôt axé architecture, pour designer l'architecture scalable et fiable qui pourra accueillir vos différentes solutions d'infrastructure. Et puis ensuite, on a des métiers d'intégration, mais également une capacité à vous accompagner pour de la formation, pour vous transférer la compétence et être autonome au quotidien. Et on vous accompagne également, une fois qu'on a mis en place la solution, sur du support en vue du maintien en condition opérationnelle des solutions qu'on vous a déployées. Finalement, voilà, études, intégration, support, formation, design d'architecture, voilà nos métiers que l'on adresse en tant que pure player de spécialistes Linux open source. Vous voyez également à l'écran nos domaines d'expertise. Aujourd'hui, les domaines sur lesquels on vous accompagne, ils ont évolué depuis 23 ans. Donc aujourd'hui, finalement, si on devait résumer nos domaines d'expertise, on est spécialiste des socles Linux, donc plutôt les couches basses. Les sujets d'observabilité, on va pouvoir revenir dessus. Et l'industrialisation, donc avec tous les outils qui vont derrière la culture DevOps, d'automation. On parle beaucoup d'Ansible, peut-être. Et les sujets d'observabilité ne dérogent pas justement à la règle de l'industrialisation. Je pourrais parler des solutions collaboratives également, avec la mise en place de différentes solutions, que ce soit du Git, mais également des solutions de partage de fichiers, partage au niveau messagerie, sur lesquels on accompagne également nos clients. Donc voilà sur cette activité de SN. Et maintenant, je vais zoomer sur l'activité d'éditeur. Mais il était important de rappeler un peu qui on était en tant que SN, parce que c'est de cette activité de SN que l'on a pris la casquette d'éditeur. Fort de notre expérience dans la mise en place de solutions de monitoring, et bien, on s'est rendu compte, on a fait le constat qu'il n'existait pas de solution d'hypervision, donc une solution finalement chapeau au-dessus des solutions de monitoring, qui vient centraliser, traiter et restituer la donnée. Et face à ce constat qu'il y avait un besoin sur le marché, mais qu'il n'y avait pas de réponse qui était portée par un éditeur ou une communauté, on s'est rajouté une casquette supplémentaire, et c'était la naissance de Canopsys il y a 14 ans. Donc 14 ans en 2011, et aujourd'hui, Canopsys a une certaine ancienneté, une fiabilité, une pérennité, parce qu'il est en production depuis 2016 chez nos clients. Et aujourd'hui, on est la première solution d'hypervision open source du marché. Au travers de 2 éditions, on va pouvoir revenir sur le modèle économique, une community et une pro. Voilà un peu sur le qui nous sommes. Si vous avez des questions déjà sur cette première partie, encore une fois, n'hésitez pas à nous interpeller au travers de l'onglet questions. Alors, si on zoome sur Canopsys,
j'évoquais justement le fait que notre activité de prestation nous avait permis de mettre en lumière le fait qu'il manquait une solution d'hypervision en open source. Et donc, finalement, le constat, pour le détailler un peu, c'était qu'il y avait, pour les pilotes d'exploitation, pour les équipes d'exploitation, trop d'outils à surveiller, trop d'alarmes reçues. On a toujours l'adage « trop d'alarmes tue l'alarme ». À partir du moment où une console de supervision est trop spam un peu trop les équipes d'exploitation, il n'y a plus d'usage et on perd finalement l'analyse de cette console. Et quand on a trop d'outils à surveiller, quand on a trop d'alarmes reçues, on a trop de temps perdu et le temps, c'est de l'argent. Donc en fait, ces constats nous ont amené à dire que la supervision ne suffit plus et qu'il faut un chapeau par-dessus pour justement traiter efficacement son exploitation informatique. Et donc Canopsys apporte une réponse au travers d'un cockpit personnalisable avec un point de supervision centralisé. Donc finalement, on n'a pas besoin de remettre en cause l'ensemble de vos sources de données, de vos outils. On rationalise la compétence en mettant un chapeau sur lequel l'ensemble de vos équipes d'exploitation peuvent se connecter et bénéficier d'un point de supervision centralisé. On affiche au travers de nos moteurs de traitement, on réduit le volume d'alarmes. Donc on permet justement d'afficher que les alarmes pertinentes au travers de nos traitements et on réduit les bruits. Et quand on disait que le trop d'alarme tue l'alarme, c'est une réponse justement au travers de Canopsys à cette notion de réduction du volume d'alarme pour n'afficher que les alarmes pertinentes et afficher, on utilise toujours ce terme, afficher la bonne alerte au bon moment à la bonne personne et éviter finalement de spammer des personnes qui ne seraient pas concernées par une alarme et qui pourraient justement, encore une fois, baisser leur implication dans la gestion de ces alarmes. Et puis, on apporte des fonctionnalités avancées. Donc, plus que centralisé, on apporte également des fonctionnalités complémentaires qui optimisent le traitement de l'exploitation. Et donc, on filtre, on enrichit les événements, on classifie, on corrèle, on remédie. J'ai utilisé beaucoup de termes là, mais c'est des termes qui apportent vraiment une notion d'intelligence au travers de la corrélation, au travers de la remédiation qui permet, plus que la centralisation des alarmes, d'apporter directement une action sur l'alarme et pouvoir la corriger. On va jusque faire du lien avec des outils de CMDB pour récupérer des arbres de dépendance et afficher que des alarmes root cause. On fait des interactions avec des outils de tickets. Donc, finalement, vous bénéficiez d'une seule plateforme pour réaliser au niveau de l'exploitation l'ensemble de vos actions que vous devez réaliser au niveau tout du moins N1. Et puis, on génère des KPI parce que pour vos clients internes, pour vos clients externes, pour certaines équipes d'infogérance, vous devez fournir des KPI sur le travail que vous réalisez au niveau de l'exploitation. Et donc, on travaille la réalisation de KPI, d'indicateurs, on fournit des compteurs d'alarme, vous allez pouvoir voir par la suite. On a un certain nombre de widgets qui vous permettent d'afficher avec la visualisation que vous souhaitez vos différentes statistiques et vos différents reporting. Voilà un peu, finalement, en quelques mots, mais on va pouvoir zoomer dessus, la réponse qu'apporte Canopsys pour baisser vos incidents, maîtriser vos coûts d'exploitation et donc gérer efficacement votre système d'information. Comment est-ce que Canopsys se positionne vis-à-vis de la notion d'observabilité que vous entendez tous? On se positionne en tant que solution d'hypervision, donc on est complémentaire finalement dans la notion d'observabilité aux outils de centralisation de log, aux outils de métrologie. Donc on se positionne finalement sur deux aspects, comme vous pouvez le voir à l'écran. La notion d'hypervision au travers de la gestion des alarmes, la météo des services, encore une fois, on va zoomer dessus, mais également une notion d'observabilité. Et sans teaser, la notion d'IOPS, elle va devenir omniprésente dans notre solution. On fait venir un certain nombre de fonctionnalités. Vous en voyez quelques-unes à l'écran, mais Mickaël va pouvoir vous en dire plus juste dans quelques secondes, parce que je vais lui laisser la main justement pour ouvrir le capot et rentrer dans le détail. Cool. Merci, Armand. C'était clair. Enfin, en tout cas pour moi, mais je connais un petit peu la boîte. J'espère pour tout le monde. Dans tous les cas, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions. Ouais. Allez-y, Armand, du coup, se rend dispo si jamais vous voulez l'interroger sur la société, n'hésitez pas. Donc, moi, je reparle des principes généraux de Canopsys. Alors, pour ceux qui découvrent, eh bien, vous verrez un petit peu les trois chapitres que Canopsys s'adresse sur l'agrégation, le traitement et puis la restitution des informations qui auront été, on va dire, calculées par Canopsys. Et puis, pour ceux qui sont déjà à l'aise avec Canopsys ou, on va dire de manière générale, le fonctionnement d'un outil d'hypervision, si vous voulez que je creuse certains sujets, n'hésitez pas, c'est tout à fait possible. Donc, dans un premier temps, vous avez sur le slide les trois briques principales d'un outil d'hypervision et
de Canopsys en particulier. Donc l'idée, c'est d'amener de l'information à Canopsys au travers de connecteurs, finalement, dans ce chapitre d'agrégation. Et donc, comment faire remonter tous les événements de supervision, comment faire remonter toutes les informations de référentiel pour pouvoir faire de l'enrichissement à Canopsys. En deuxième partie, c'est comment Canopsys va traiter l'information reçue. Donc, je vous parlais peut-être juste avant d'enrichissement, mais ça pourrait être aussi de la remédiation, de la corrélation, de la gestion de planning, etc. Donc, c'est vraiment le cœur de métier de Canopsys. Et puis, pour finir, bien, comment est-ce que vous allez pouvoir consulter ces informations donc, au travers de l'interface graphique web ou au travers de l'API, si jamais vous voulez externaliser les données dans des puits de données chez vous ou dans d'autres outils. Voilà pour le fonctionnement général. Et donc maintenant, je vais apporter un détail à chaque chapitre. Et puis après, je parlerai particulièrement de la version 25.04, comme c'est le cœur du sujet du jour. Alors, le fonctionnement de la partie agrégation, on l'a résumé dans ce slide. Donc sur la droite, vous avez réellement Canopsys, et notamment ces deux portes d'entrée. Donc la partie bus de données, RabbitMQ, et la partie API, HTTP, peut-être plus classique à vos yeux. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que toutes les sources de données qui ont besoin de publier de l'information dans Canopsys utilisent une de ces deux entrées. Et donc pour cela, on utilise la notion de connecteur. Et donc un connecteur, c'est un programme, c'est un plugin. En tout cas, c'est un élément qui va venir se rajouter très probablement à côté de la solution de supervision et qui prendra donc les informations publiées par la solution de supervision et qui les enverra donc soit dans le bus de données, soit directement sur l'API de Canopsys. Et donc, ça permet de vous dire aussi que c'est plutôt relativement aisé d'envoyer des événements et des résultats de supervision à Canopsys via son API, puisque eh bien, on envoie une charge spécifique sur l'API. C'est très simple, ça utilise le HTTP, ça peut passer à tous les contrôles de sécurité que vous mettez en place sans aucun souci, c'est très standard. Alors, côté solution de supervision, vous avez, on va dire, un aperçu sur le slide avec des outils de marché que vous retrouvez, comme, je paraphrase, mais Zabbix, Centrum, Prometheus, etc. Évidemment, il y a un point, puisqu'il y a énormément de solutions qui sont déjà compatibles avec Canopsys. Et puis, on ajoute à cela des outils d'infrastructure qui permettent d'élargir le champ de compatibilité avec Canopsys, comme par exemple la lecture de log, la réception de trappes SNMP ou la lecture d'enregistrement dans une base de données. Donc c'est plutôt rare, voire inexistant, le fait de ne pas réussir à interconnecter un outil de supervision avec Canopsys. On trouve dans tous les cas une solution. Et donc on passe par des connecteurs, et puis si vous allez consulter la documentation Canopsys en ligne sur doc.canopsys.net, peut-être Armand, tu pourras l'écrire dans le chat, comme ça tout le monde pourra naviguer dessus. Ça permet vous verrez dans le chapitre d'interconnexion, tous les outils avec lesquels on est déjà compatible. Donc ça, c'est une première forme de publication d'informations vers Canopsys. Il en existe une deuxième qui est liée au référentiel, au CMDB de manière générale, qui permet tout simplement de venir donner de l'information sur les CI et donc sur les entités dont Canopsys a connaissance pour venir enrichir les informations qu'on a déjà récoltées dans les événements de supervision. Et donc un événement de supervision est publié à Canopsys, des informations de référentiel concernant cette entité sont publiées dans Canopsys, on les réconcilie, et puis ça vous donne une alarme enrichie qui va vous permettre de prendre les décisions que vous avez à prendre et que vos pilotes vont à prendre pour traiter l'alarme. Voilà l'idée de comment faire arriver de l'information dans Canopsys. Donc retenez que, pour faire très simple, que Canopsys met à disposition une API HTTP qui permet donc de recevoir de l'information. Donc ça, c'est pour le premier point d'agrégation. Ensuite, on rentre vraiment dans le métier de Canopsys lui-même,
c'est-à-dire les traitements qu'il est capable d'appliquer sur les informations qu'il a en sa possession. Et donc, vous avez devant vous une liste de moteurs. Donc, Canopsys, c'est comme ça que ça s'appelle. Et chaque moteur a un métier, en fait, et donc va appliquer certains traitements pour faciliter la vie du pilotage et des administrateurs fonctionnels dans le but d'amener de la pertinence dans les alarmes qui sont présentées. C'est ce qu'Armand vous expliquait tout à l'heure, quand il parlait de la bonne alarme à la bonne personne au bon moment. C'est vraiment tout ce que ces moteurs ont comme objectif. Donc, vous voyez, on parle de filtrage, qui permet de savoir si on conserve un événement qu'on nous a transmis ou si justement on ne le conserve pas. Si on l'enrichit, est-ce qu'on peut faire le lien avec un élément de référentiel? Est-ce qu'on a des règles tout simplement qu'on applique pour amener de l'information complémentaire? Est-ce qu'on est dans un planning particulier actuellement pour tel type ou tel autre type d'événement? Est-ce qu'on n'est pas en maintenance sur des équipements? Est-ce que ce n'est pas le moment d'une mise en production? Et donc, on va peut-être être plus light à certains moments et puis plus strict à d'autres moments. Donc, on peut se poser ce genre de questions. Les règles d'inactivité, c'est plutôt l'inverse, c'est se poser la question de pourquoi est-ce que je n'ai pas le trafic habituel en provenance de mes sources de données. Voilà, on va comparer à l'habitude des sources. Est-ce qu'on doit alerter quelqu'un en cas d'inactivité? On va pouvoir aussi parler de corrélation, c'est-à-dire le fait de regrouper des alarmes parce qu'on a imaginé qu'elles avaient un point commun. Et donc, on pourrait dire une route cause. Et donc, j'ai une tempête d'alarmes qui s'est produite dans une fenêtre de temps bien donnée avec des critères particuliers. Je décide de les regrouper et d'en faire ce qu'on appellera une méta-alarme. Voilà, on va pouvoir discuter avec vos outils d'ITSM pour que Canopsys soit à l'origine de la création d'un ticket d'incident, par exemple, ou alors de l'inscription d'une alarme à une main courante, ou alors, pourquoi pas, la publication d'un chat sur un Teams ou enfin, sur n'importe quelle messagerie d'entreprise. Donc, on va pouvoir discuter avec le monde extérieur de cette manière. On va pouvoir aussi appliquer des traitements de remédiation, c'est-à-dire on va pouvoir finalement appliquer une consigne qui a été spécifiée pour une alarme en particulier, et donc lancer un job, par exemple, qui va redémarrer un service, qui va s'assurer de la joignabilité d'un équipement, et qui pourra, de ce fait, prévenir le pilote que des opérations ont déjà été lancées. Et donc, si l'alarme est toujours présente, c'est qu'on peut passer à la deuxième phase de la consigne. Et puis, il y a un certain nombre de KPI qui sont mis à disposition du reste du monde, en fait. D'accord ? Canopsys calcule des statistiques, des indicateurs, et ils sont mis à disposition. L'interface web de Canopsys va les utiliser pour vous présenter des graphiques, etc. Mais vous pourriez imaginer avoir aussi des outils tiers de BI, par exemple, qui pourraient venir consommer ces informations. Voilà, en gros, pour la structure de fonctionnement de Canopsys sur les traitements. Et puis, dernier point, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour ça. Dernier point, la restitution. Donc, c'est l'idée de savoir comment vous allez pouvoir exploiter les résultats calculés par Canopsys. Alors, dans un premier temps, on peut se dire qu'on met à disposition des bacs à alarmes avec des filtres qui vont permettre de cibler les alarmes par rapport au public qui s'est connecté. Donc, peut-être que vous avez une répartition par BU, peut-être que vous avez une répartition par client ou par domaine applicatif. Et donc, vous allez pouvoir trier et puis filtrer ces bacs à alarmes. Vous pourriez aussi avoir de la représentation sous forme de météo des services ou de statistiques, de cartographie. Donc, l'interface s'enrichit régulièrement avec des nouveaux widgets. C'est le nom qu'on donne à ces cases qui permettent de représenter de l'information et que vous avez devant les yeux. Alors, au-delà de l'interface graphique en elle-même, qui est vraiment le centre de pilotage, c'est la console unique d'hypervision, eh bien, Canopsys met à dispo ces données via son API, qui est extrêmement riche dans la mesure où l'ensemble des informations qui sont calculées par Canopsys et l'ensemble
des actions qui sont exécutables dans Canopsys sont pilotables par l'API. Donc, si jamais, je vous donne un exemple, vous avez un ordonnanceur de tâches qui reboot des machines, par exemple, eh bien, vous pourriez lui demander de venir déclarer un downtime dans Canopsys, une période de maintenance, pendant laquelle ce serait bien de ne pas lever d'alarme, puisque on sait, on est en train de rebooter, donc ce n'est pas la peine d'avertir les pilotes, ce serait fait à tort. Voilà un exemple, mais pas que. Voilà, toutes les actions de Canopsys sont disponibles dans son API. Donc c'est assez important à retenir parce que ça rend Canopsys hyper interopérable. Donc si on résume, voilà, vous avez fait un screen de ce slide, enfin on vous les enverra les slides, mais en gros c'est là que ça se passe. Voilà, vous avez la synthèse du fonctionnement de Canopsys. Si vous retenez ça et si vous arrivez à visualiser ce fonctionnement, vous avez compris Canopsys. Et puis après, ce sera une histoire de configuration et de mise en œuvre. Donc je ne paraphrase pas, mais vous avez compris les trois chapitres d'agrégation, traitement et restitution. Alors avant que tu enchaînes, on a une première question de François que je remercie pour sa question, oui. Qui nous demande... Ah tiens, on a perdu Mickaël. On a perdu Mickaël. Alors, est-ce que c'est juste la vidéo ou est-ce qu'il a complètement été déconnecté? Il semble avoir été complètement déconnecté. Bon, juste une histoire de retour. François, ta question l'a fait fuir. On va le laisser juste le temps de revenir. Donc, tu demandais si l'arbre de dépendance, mais j'aurai l'occasion de lui reposer la question. L'arbre de dépendance peut-il être issu de l'import CMDB qui contient des liens entre les différents CI, ou est-ce au travers de Canopsys qu'il faut le définir? Je vais attendre qu'il le reconfirme, mais les deux sont possibles. Hop, voilà. Je vous prie de m'excuser, j'ai été supprimé de Livestorm. Excusez-moi, désolé. Donc, alors, je suis en train de me dire qu'il y avait une question. Donc oui, je disais, la question de François t'a fait fuir. Mais François demandait si l'arbre de dépendance peut être issu de l'import d'une CMDB qui contient des liens entre les différents CI, ou est-ce au travers de KPN6 qu'il faut le définir? Donc, je commençais à répondre durant ton absence que les deux étaient possibles, mais que, effectivement, le premier acte était le privilégié. En effet, on peut effectivement gérer les liens entre CI, et donc entre entités, ça s'appelle dans Canopsys, à travers un import. Il faudra simplement définir on va dire les attributs qui vont servir pour faire les jointures. Mais ça peut être fait aussi directement dans Canopsys. Voilà, ça peut être fait dans Canopsys directement aussi via son interface dans l'explorateur de contexte, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire c'est l'interface qui permet justement de gérer le référentiel interne. Merci François pour cette question. Ça marche. N'hésitez pas pour les autres et même pour François si tu as d'autres questions. Alors, en attendant, s'il n'y a pas de questions pour l'instant, je passe à au focus qu'on va réaliser sur l'interface sur la partie Canopsys 2504 directement. Alors, je vais partager mon écran, ce sera plus simple. Et je vais vous parler de points un à un, et puis je vous montre à l'écran comment c'est traduit directement dans Canopsys. Alors, dans la 2504, on a fait quelques changements, on va dire, importants et impactants dans le fonctionnement de Canopsys, mais qui ne va pas vous changer vos données, etc. Mais c'est important de les souligner parce que ça change quand même quelques manières de voir. Alors, en premier lieu, on a la partie données externes. Donc, pour ceux qui connaissent déjà cette partie, c'est l'idée de pouvoir enrichir ces événements à partir de tables de mapping en fait, que vous avez déjà dans vos outils, à partir desquels vous avez migré ou que vous avez déjà par ailleurs. Donc, l'idée, c'est que quand un événement se produit, on puisse aller lire une collection de données externes et qu'on puisse se nourrir de cette collection de données. Alors, c'est très, très, très souvent le cas. Par exemple, quand on utilise les suites BMC, vous avez ce genre de fonctionnalité qui est mise à disposition. Canopsys mettait à disposition également cette fonctionnalité, mais sans la partie interface graphique.
Et donc, en 25.04, on a rajouté cette partie interface graphique. Alors, concrètement, comment ça se traduit? Donc là, devant les yeux, vous avez une mire de login Canopsys. Je me log, et puis je viens ici dans la partie exploitation, et il y a un nouveau menu qui s'appelle données externes. Là, vous allez pouvoir importer directement vos tables de mapping. Alors, vous les importez à partir de CSV. C'est souvent le format que vous avez à disposition. Et donc, vous voyez, ça peut se faire de cette manière. Vous allez créer ici un enrich externe, par exemple. D'accord? Et alors, je vais le mettre sans espace, ça ne lui plaît pas. Voilà. Et donc, vous avez maintenant une collection qui est mise à disposition. Et à l'intérieur de cette collection, vous allez pouvoir importer. Alors, avant la Canopsys 25.04, vous deviez faire ça directement en base de données avec un client de base de données. C'était forcément un peu plus lourd. Donc là, j'ai préparé un petit CSV. Et donc ici, voilà ce qui se passe. On est en train d'importer. Là, il me met un aperçu. Et puis, quand je clique réellement sur l'import, voilà ce que j'ai à disposition. Et donc ici, j'ai l'équivalent donc, de mon fichier CSV, mais qui est maintenant inséré dans une collection de données Canopsys. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh bien, je vais pouvoir dire que quand j'ai un événement de supervision qui arrive dans Canopsys, je vais pouvoir venir chercher dans cette table une correspondance. Alors, par exemple, voilà, si j'ai reçu un événement du serveur 4 de la BU marketing, eh bien, je vais pouvoir me dire que c'est une alarme qui est éligible à l'astreinte. Vous voyez, ici, j'ai une colonne astreinte. Et je vais pouvoir dire que l'équipe d'affectation est l'équipe B. D'accord? Et donc, l'avantage, c'est que finalement, vous allez pouvoir piloter vos enrichissements simplement en gérant cette table de données. Et donc, à chaque fois qu'un événement va se produire, vous allez pouvoir donner des critères qui permettent de trouver le bon enregistrement de cette table et récupérer toutes les informations qui y sont attachées. Donc, c'était déjà possible. Maintenant, vous le faites graphiquement. Donc, ça vous simplifie la vie. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez que je détaille les choses un peu plus. En tout cas, voilà un peu l'idée de cette partie-là. On ajoute un module graphique. Alors, je passe au deuxième point. Peut-être. Il est revenu, excusez-moi, voilà. Et donc, le deuxième point concerne la recherche avancée du bac à alarme. En fait, avant, dans les versions précédentes, la 25.04, on pouvait faire de la recherche avancée dans le bac à alarme, mais il fallait connaître le langage de recherche avancée. Et là, on a donc ajouté une partie graphique d'autocomplétion de la partie recherche sur le bac. Alors, je vous emmène sur un bac à alarme. Ici, vous avez la recherche dans laquelle vous pouvez dire test, par exemple, d'accord? Ça, c'est la recherche simple qui existait déjà et qui existe encore. Mais vous avez la possibilité maintenant, vous voyez, d'avoir ici des complétions automatiques. Donc, on vous fait des suggestions. Et donc, je pourrais vous dire, par exemple, type de connecteur. Là, vous avez les opérateurs qui s'appliquent à ce champ naturellement. Donc, vous pourriez dire, par exemple, égal. Et puis, là, on vous propose Centréon. On pourrait vous proposer les autres. C'est le système fait ses propres suggestions. Et puis, vous allez pouvoir rajouter un élément dans la recherche, un « et » ou un « ou ». Vous pourriez dire ressources, par exemple, contient. Voilà, contient CPU, par exemple. Et puis, quand vous faites ça, eh bien, vous pouvez lancer la recherche et vous avez directement les bonnes alarmes liées à votre pattern de recherche qui vont s'afficher. Évidemment, vous avez à dispo un historique de recherche dans lequel vous allez pouvoir récupérer ce que vous aviez déjà cherché. Vous allez pouvoir bookmarker des recherches, d'accord? Parce que ici, dans l'historique de recherche, on ne garde qu'un certain nombre de patterns, mais du coup, si certains sont utilisés très régulièrement, eh bien, voilà, vous pouvez les bookmarker et puis vous en servir quand bon vous semble. Voilà, donc on a rajouté cette partie de recherche avancée et on va généraliser ce module de recherche à tous les éléments qui ont besoin d'une recherche avancée, comme par exemple l'explorateur de contexte dont je parlais juste avant, c'est-à-dire le gestionnaire du référentiel interne. On
on a besoin d'un langage de recherche avancé, et donc on pourra utiliser ces autocomplétions. Je te laissais finir cet aspect-là, mais il y a une deuxième question de François qui demande les sources externes disponibles aujourd'hui, possibles aujourd'hui à partir d'une CMDB existante, par exemple de ServiceNow. Alors, si on parle du module données externes, les données sont forcément stockées dans Canopsys. Donc, il faut de toute façon interroger, alors à ce moment-là, ServiceNow, disons, pour venir publier les données directement dans la table de mapping côté Canopsys. Ou alors, vous avez aussi, et ça, c'est ce qui est fait couramment, on met à disposition aussi un outil qui permet d'aller interroger n'importe quel API de référentiel et publier les résultats directement dans Canopsys. Donc, vous pourriez déjà le faire en utilisant ça s'appelle l'import contexte graph. C'est un outil qui est attaché à Canopsys et qui, avec de la configuration, permet d'aller chercher de l'info dans ServiceNow, par exemple, et la publier dans Canopsys. Là où, pourquoi pas, ça pourrait se complexifier, c'est que, alors d'expérience sur ServiceNow, c'est rare d'avoir une vue qui possède toutes les informations dont on a besoin. Donc parfois, il faut effectuer des jointures dans les requêtes pour récupérer toutes les informations dont on a besoin. Donc peut-être qu'il y a nécessité de passer par un intermédiaire. Ça peut exister. Donc les deux possibilités, soit en utilisant l'outil d'import qui est prévu, soit effectivement en faisant peut-être une moulinette maison qui viendra importer dans les collections Canopsys. J'espère que ça répond. N'hésite pas à nous dire si ça répond bien à ta question, François. Tu me diras. Et à participer comme tu le fais, c'est sympa. Ah oui, parfait, ok, il nous dit oui. Oui, bon, c'est parfait. Merci à toi. Alors, toujours dans le domaine de l'enrichissement, on a prévu dans le module de gestion des règles SNMP, c'est-à-dire la possibilité de dire quand je reçois un trap SNMP, voilà comment je veux le traduire dans Canopsys, c'est à ça que sert ce module. On a prévu de pouvoir ajouter des extra attributs, c'est-à-dire venir faire également des enrichissements d'événements de trap SNMP, si vous voulez. Donc ça se traduit comme ceci dans l'interface, c'est-à-dire que ici dans l'exploitation, la règle SNMP, lorsqu'on ajoute une règle, eh bien, voilà, tout se passe ici dans les deux derniers éléments. On peut ajouter des tags, et évidemment, on prend les tags du trap qu'on a reçu, c'est-à-dire qu'on peut parcourir le trap et dire que dans le champ dont l'OID est machin, à ce moment-là, on va pouvoir créer un tag qui sera exploité dans Canopsys plus tard pour de l'affichage de badge, de la recherche, de la sélection, etc. Et on peut aussi ajouter des champs personnalisés en se disant, voilà, je veux une extra information qui va codifier la business unit du trap reçu. D'accord ? Alors qu'avant, eh bien, vous voyez, on n'avait que les éléments de base d'une alarme Canopsys, c'est-à-dire la source avec les connecteurs, les composants ressources, et globalement, ça s'arrêtait là. Donc maintenant, on peut vraiment venir enrichir les traps exactement comme vous le souhaitez. Donc ça permet de ne pas avoir besoin de passer nécessairement par, dans Canopsys, ce qu'on appelle les traps custom, où là, il y a même parfois nécessité d'écrire du code. Donc là, voilà, on vous le fait via l'interface graphique, donc ça simplifie la vie des administrateurs qui paramètrent les règles de transformation de trap SNMP en alarme Canopsys. Alors, je poursuis. Là, il y a un changement assez radical dans la manière de voir de Canopsys. Jusque-là, les droits des utilisateurs ne faisaient pas la différence entre un droit de l'interface graphique et un droit API. D'accord ? Parce que vous avez des utilisateurs qui se connectent à l'interface et qui ont donc un ensemble de droits qui est lié à leur rôle. Et puis, vous avez évidemment des robots qui vont venir consommer ou exécuter des actions via l'API de Canopsys. Et donc, on a fait ce choix dans Canopsys pour simplifier la visibilité. On a fait ce choix de séparer et de distinguer les droits qu'on affecte à un user uniquement d'API et les droits qu'on affecte à un utilisateur qui se logue réellement sur l'interface. Donc, dans la partie ici donc de gestion des droits, donc vous avez des rôles ici.
Et vous voyez, quand vous allez ajouter un rôle, vous allez choisir si c'est un rôle plutôt orienté interface graphique ou plutôt orienté API. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Et de ce fait, lorsque vous allez ici, dans la partie droit, venir affecter vos droits, eh bien, sur les 3 premiers onglets de widget, de vue et de technique qui ne concernent que l'interface graphique, eh bien, vous verrez les rôles qui sont prévus pour les personnes qui se loguent. Et dans le dernier onglet API, vous verrez uniquement les rôles spécifiques à l'API. D'accord? Et donc là, vous voyez, on a un rôle source externe, c'est-à-dire le rôle qui permet de publier des événements dans Canopsys. C'est celui que vous devriez faire pour toutes vos sources de données qui vont publier des événements dans Canopsys. Eh bien, voilà, vous venez ici et vous publiez le droit uniquement d'envoi des événements. Donc, en faisant ça, vous limitez l'accès à Canopsys à simplement la capacité de publier un événement dans Canopsys. Donc comme ça, vous limitez vraiment le spectre et ça s'arrête là. Et alors pour ceux qui connaissaient déjà Canopsys, là où ça vous apporte bien plus de facilité, c'est que lorsque vous pilotez des droits d'interface graphique, eh bien, si ici vous avez décidé, alors je vais venir là plutôt, de dire que vous autorisez des pilotes à créer des comportements périodiques, vous avez 2 coches à faire ici, et c'est terminé. Alors qu'avant, vous en aviez quelques-unes de plus à cocher. Donc là, on simplifie la compréhension, la visibilité, et puis le fait de configurer les droits. Voilà pour cette partie de droit. Donc, c'est, comme disait l'autre, c'est le choc des simplifications. Voilà ce que vous met à disposition. Je ne sais pas si le fait de reprendre les slogans politiques en ce moment est une bonne chose. Alors, autre point vraiment très très important et qui va répondre à une problématique de gestion de performance dans Canopsys. Donc ça s'appelle la séparation des flux. Alors, ouvrez bien grand les oreilles parce que on peut imaginer que ce soit technique, mais c'est vraiment très important. En fait, je vais vous projeter un schéma, ça va être beaucoup plus simple. Comme ça, toc, ici, je me suis fait un petit diagramme. Alors pour l'instant, on va regarder le premier bloc là-haut de gestion. En fait, lorsque vous recevez des événements dans Canopsys, vous recevez des événements qui sont mis dans des files d'attente, d'accord, du bus de données RabbitMQ. Et donc, vous avez 3 types d'événements que Canopsys peut recevoir. Vous avez des événements d'interface graphique. Quand vous êtes sur interface graphique et que vous postez un acquittement, c'est un événement qui arrive. Lorsque vous recevez des événements de Centréon, eh bien, ce sont des événements des connecteurs externes. Et puis, lorsque, par exemple, une période de maintenance démarre, eh bien, c'est un événement système, puisqu'il y a une règle de maintenance qui dit, ben voilà, à 10h43, on démarre une période de maintenance. Donc, c'est un événement système. Avant la 2504, tous ces événements se retrouvent dans une file d'attente unique et les moteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure viennent consommer ces événements et appliquent la conséquence de l'événement. Donc, si c'est une création d'alarme, eh bien, on a un moteur qui va créer une alarme. Si c'est le démarrage d'une maintenance, eh bien, on va démarrer la maintenance, etc. Le problème, c'est que si jamais vous prenez par exemple une rafale d'événements système et que juste après cette rafale, vous recevez des événements d'une source comme Zabbix ou Centréon, eh bien, ces événements, ils sont mis à la suite. Et donc, tant qu'on n'a pas traité le flux d'événements système, eh bien, les autres attendent. Alors, la plupart du temps, c'est fait très rapidement, en flux tendu, etc. Mais il y a des cas où ça peut être un gros volume d'événements. Par exemple, si vous démarrez 5000 maintenances en même temps, eh bien, vous avez 5000 consommations d'événements à faire ici avant de pouvoir traiter ce qui arrive à la suite. Et donc, forcément, ça peut bouchonner. Et dans certains cas, ça bouchonnait d'ailleurs. Et donc, on a décidé d'adresser cette problématique et d'implémenter ce qu'il y a dans le bloc juste en dessous. Et donc, vous comprenez assez facilement qu'on a dédié ce qu'on appelle des workers, c'est-à-dire des travailleurs spécifiques
pour les types d'événements. Et donc, lorsque vous allez recevoir une rafale d'événements système, vous avez donc des workers dédiés qui vont travailler dessus, mais qui ne viendront pas du tout impacter des événements réalisés par l'interface graphique ou des événements en provenance de vos sources externes. Et donc, pendant que vous traitez ici une rafale de 5000 événements qui attendent, l'utilisateur peut très bien poser un acquittement et le voir dans la foulée, et une source d'événements comme Prometheus peut très bien publier un événement qui sera traité tout de suite. Et donc, c'est quand même une grosse révolution. On constate dans les cas qui nous embêtaient, on constate des améliorations de perf qui sont vraiment incroyables, puisque avant, on devait attendre la fin des traitements pour pouvoir consommer la suite des événements, alors qu'aujourd'hui, c'est instantané. Donc forcément, pour ceux qui étaient dans ce cas de figure, vous n'aurez plus ces problèmes-là. Et alors d'ailleurs, on l'a rencontré cette semaine dans un cas de support où finalement, on a conclu que qu'il y avait un certain temps de traitement, mais que ça n'avait aucun impact sur le reste et que donc on pouvait aller de cette manière. En gros, un client gérait un import d'environ 6 à 7 000 services dans Canopsys. Et donc, quand on importe un service, il y a quand même pas mal de calculs qu'il faut effectuer à côté. Et donc, l'import prend quand même du temps, mais ça n'impacte pas le reste de Canopsys. Et donc, les pilotes continuent à travailler sans se rendre compte qu'il y a un traitement derrière qui consomme de la ressource. Voilà. Et donc, ça apporte un gain de perf vraiment significatif et qui est vraiment, vraiment important pour Canopsys. Alors, Mickaël, j'ai quelques questions. J'ai une question justement sur ce sujet des workers et après, j'avais une question auparavant sur la partie droit de François. Alors, une question de Thomas. Est-ce qu'une vague de 5000 alertes peut être traitée de manière assez rapide avec seulement 4 workers? Alors oui. Alors, je dis oui, c'est le... alors, on y va. Donc, les workers, on peut considérer que ce sont des processus. Donc, on pourrait se dire qu'on traite 4 alarmes en parallèle, par exemple. Alors, en sachant que sur une alarme, on peut appliquer beaucoup de traitements. Donc, la réponse, elle est nuancée parce que ça dépend du type de traitement qu'on va appliquer pour chaque alarme. Est-ce qu'on va faire plusieurs enrichissements par alarme? Est-ce que, par ailleurs, on doit déclencher des webbooks pour les alarmes? Donc, il y a quand même tout un tas de choses. Alors, s'il n'y a pas énormément de boulot, c'est-à-dire si on se contente de créer les alarmes, oui, on parle en secondes pour traiter 5000 alertes sans aucun problème. Si ce n'est pas suffisant, on peut augmenter le nombre de workers. Là, sur le slide, c'est écrit 4. Ce sont les valeurs que nous, on provisionne par défaut. Mais vous pourriez en mettre 10 si vous voulez. Si vous avez aussi la puissance machine qui permet de lancer 10 workers. Et bien sûr, vous pouvez aussi exécuter plusieurs instances d'un même moteur. Et donc là, les workers sont donnés par instance de moteur. Donc si vous avez 2 instances d'un moteur avec chacune 10 workers, vous avez 20 workers parallèles qui tournent. Donc oui, là, ça va évidemment très très vite. Donc oui, ça fonctionne. Et alors, évidemment, la réponse en direct, elle peut être que partielle, puisqu'il faudrait étudier un cas d'usage particulier avec les enrichissements qui vont autour et toutes les opérations qui sont à exécuter par alarme. C'est surtout ça qui est important. Et donc, on avait une question, merci pour cette réponse. Et on avait aussi une question de François, qui était plus sur la notion des droits. Est-ce que ça risque de poser problème vis-à-vis du point que tu avais évoqué préalablement? Est-ce que ça risque de poser problème avec une montée de version pour la partie droit? Alors, on a prévu les mécanismes de transition et de migration pour qu'on puisse effectivement passer d'un système, d'un profil existant à un nouveau profil. Alors, il faut effectivement s'assurer, alors ça c'est présent un peu partout dans les docs, mais il faut s'assurer effectivement que la manière dont les droits ont été migrés, en fonction de la version dont ils viennent, etc., sont bien convertis dans ce que vous attendez derrière. Parce que bien souvent, vous avez des droits, des rôles avec des droits mixés, et donc c'est là qu'il faut prêter attention. Si vous avez des rôles qui sont bien identifiés avec des droits API et d'autres avec des droits Web UI, on arrive à faire la différence. Voilà. Mais tu as raison, c'est un point d'attention. Il faut faire attention à cette partie-là dans la migration.
Ok, merci François, merci Thomas. Je te laisse poursuivre, Miguel, et je t'interpelle s'il y a de nouvelles questions. N'hésitez pas, Merci, encore une fois. Armand. Bon voilà, donc c'était un schéma un peu touffu, mais je pense que ça valait le coup d'en parler. C'est quand même un changement assez important dans Canopsys. Gardez en tête que voilà, c'est quelque chose qui va améliorer la performance de Canopsys de manière générale. Alors, dernier point, alors c'est écrit enrichissement technique de l'API Canopsys. La traduction de ce point, c'est aujourd'hui, on publie dans les release notes de Canopsys tous les changements qui ont eu lieu sur l'API et tous les changements bloquants avec des ruptures qui ont eu lieu sur l'API. Parce que quand vous utilisez des scripts externes, quand vous consommez les datas de Canopsys ou quand tout simplement vous exécutez des actions Canopsys à travers de son API, forcément, vous utilisez la documentation de l'API avec les payloads attendus, etc. Jusque-là, on ne publiait pas les différentiels entre deux versions de l'API, et donc forcément, ça se faisait peut-être un peu trop à tâtons. Et donc maintenant, on publie sur les docs sur les release notes, on publie les breaking changes de l'API, qui vous permet de savoir là où vous aurez un travail quand vous ferez une migration d'une version à une autre. Donc c'est un travail plutôt de documentation à ce niveau-là qui vous permettra d'être plus serein dans vos migrations. Voilà pour la version 25.04. Alors, jusqu'à la fin du webinaire, n'hésitez pas à me poser des questions dessus. Et puis, en attendant, je vous touche deux mots de la version à venir, la version 25.10, que vous aurez le mois prochain à disposition sans souci. Alors, on ajoute un bloc qui est orienté pilotage. Et donc, sur un bac à alarme, maintenant, sur une alarme, vous allez pouvoir, au moment où vous allez pouvoir commenter une alarme, vous allez pouvoir définir un modèle de commentaire. Un modèle de commentaire, ça veut dire, en fait, un formulaire que le pilote va remplir au moment où il va commenter l'alarme. Parce que vous avez certaines alarmes avec des consignes qui nécessitent de, pourquoi pas, contacter un client, d'effectuer une action particulière, je sais pas, pourquoi pas créer un ticket ou d'aller consulter une documentation. Et le modèle de commentaire qui existe aujourd'hui, c'est simplement poser un commentaire. Mais il n'a pas de structure à proprement parler, ce commentaire. Et donc l'idée là, c'est de rajouter une structure. Et donc d'un point de vue configuration, vous allez pouvoir créer un modèle dans lequel vous direz client contacté, oui, non. Vous allez pouvoir dire un commentaire libre, vous allez pouvoir écrire des dates. Enfin, voilà, vous allez vraiment pouvoir choisir vous-même le formulaire que vous souhaitez que le pilote remplisse au moment où il va commenter une alarme. Et on pourra choisir entre plusieurs modèles de commentaires. Et donc, si c'est une alarme de tel type, le pilote pourra choisir le modèle de commentaire 1 ou le modèle de commentaire 2. Voilà pour ce premier ajout. Alors, le second concerne la partie notification. On introduit, c'est une première étape dans Canopsys, un mécanisme de notification. Donc, dans le bandeau, dans le header de l'application web, vous aurez une pastille qui vous dira vous avez 3 notifications en attente. Et pour l'instant, les notifications vont concerner les consignes à approuver, les consignes à évaluer, d'accord, et puis d'autres choses. Et dans un deuxième temps, donc plutôt dans les versions qui arriveront en 2026, on aura la possibilité de définir une action de webhook, c'est-à-dire que dans un scénario de Canopsys, vous pourrez dire je souhaite notifier telle personne ou tel rôle. D'accord ? Ce qui fait que c'est une espèce d'abonnement à des alarmes. Lorsqu'une alarme avec tel critère se produit, vous pourrez avoir une notification. Et donc, ça fonctionnera comme n'importe quel système de notification. Vous dépliez, il y a un petit pop-up qui s'affiche et puis vous choisissez la notification en question. Et dernier ajout hyper important, vous avez un système d'alias qui va être mis en place, hyper important. Et donc, le système d'alias, c'est le fait de pouvoir nommer
une information d'entité comme vous le souhaitez. Parce que parfois, quand on fait des enrichissements, vous avez des propriétés qui portent un nom technique et qui n'est pas forcément très parlant, par exemple, pour un pilote. Et donc, vous allez pouvoir associer un alias à cette information. Et puis, partout dans l'outil, vous pourrez accéder à cette information via l'alias. Et donc, et autre chose, pardon, j'allais oublier, vous allez pouvoir typer cette information. Et donc, la typer, ça veut dire que, voilà, si vous avez une information de date, vous allez pouvoir dire qu'elle porte un type date. Et donc, n'importe où dans l'outil, cette information custom s'affichera comme une date. Donc, ça va vraiment vous simplifier la vie et ça va améliorer la lisibilité de ces informations dans Canopsys 6. Voilà pour les 3 gros points qui vont apparaître dans Canopsys 25.10. Pardon. Et puis, vous avez des mises à jour de modules existants qui vont vous aider. Par exemple, sur la partie thème graphique, on a retravaillé les thèmes pour les pilotes de nuit. On a retravaillé les thèmes pour les daltoniens. Et donc, on a bien amélioré les contrastes. On a vraiment proposé quelque chose de très fiable sur cet aspect représentation. Et on s'est aidé de daltoniens voilà, pour arriver au bon contraste, au bon jeu de couleurs qui soit bien visible. Et donc, si je vous donne un exemple pour ceux qui utilisent déjà Canopsys, on arrête l'écriture, la police blanche sur fond jaune clair, quoi, vous voyez. Donc, ça, voilà, on va améliorer les lisibilités à ce moment-là. Vous aurez l'occasion de voir ce qui se passe. Sur la partie enrichissement, un point assez important, vous aurez à disposition dans une alarme son historique d'enrichissement. Alors pour l'instant, dans un premier temps, sur les entités, c'est-à-dire qu'on pourra vous dire cette alarme a bénéficié d'un enrichissement grâce à telle règle, puis d'un autre enrichissement grâce à telle autre règle, etc. Ce qui fait que quand vous allez regarder cet historique, vous saurez exactement quelle règle a été appliquée sur quelle alarme. Donc ça vous aidera vraiment à mieux tracer vos différentes règles d'event filter. On ajoute également dans le module de comportement périodique, c'est-à-dire dans vos gestions de planning, une aide et quelques indicateurs qui vont vous permettre de savoir si ce que vous avez écrit comme comportement périodique, c'est plutôt sain ou s'il y a des choses à corriger. Parce que, voilà, dans ce module, c'est possible de tirer la performance de Canopsys assez fortement. Et donc, on va vous donner quelques indicateurs en disant là, il y a trop d'éléments ciblés, ou alors le pattern que vous avez écrit est trop consommateur en ressources. Donc, ça vous aidera à savoir si ce que vous avez écrit, c'est plutôt bien ou pas bien, quoi. Et puis, on améliore un dernier point côté bac à alarme. Aujourd'hui, lorsque vous avez une alarme, vous avez un certain nombre d'actions qui sont exécutables pour une alarme. L'acquittement, la déclaration de ticket, le commentaire, l'historique, etc. Eh bien, pardon, excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton. Et vous allez pouvoir, sans aucun souci, trier, ordonner et sélectionner les actions que vous souhaitez présenter à vos pilotes. Alors jusque-là, vous pouviez le faire en jouant sur les droits, mais peut-être que vous avez un pilote, par exemple, qui a le droit d'acquitter sur un bac à alarme, mais qui n'aurait pas le droit d'acquitter sur un autre bac à alarme. Donc vous allez pouvoir exprimer ce genre de choses. Voilà ce qui va se passer sur la version 25.10. Et un dernier mot, on travaille beaucoup ces derniers temps sur l'aspect IA pour amener de l'aide à la configuration de Canopsys via des LLM. Et donc, rendez-vous dans le prochain webinaire de présentation des versions 26 où voilà, on passe le cap et on amène de l'IA dans Canopsys avec des modules qui vont faciliter la vie dans un premier temps des administrateurs et puis dans un second temps des utilisateurs. Voilà pour les évols qui sont prévus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, d'accord ? On est à dispo pour répondre. Alors, quelques
quelques informations complémentaires. Et puis, je repasse la main à Armand. Donc, sachez qu'on maintient toujours une roadmap à 3 ans et que lorsque vous êtes client, et pas que d'ailleurs, mais particulièrement, on écoute vos demandes, vos réflexions. Et il existe par ailleurs, Armand vous en parle juste après, mais un club utilisateur Canopsys dans lequel on peut échanger justement sur vos différents besoins et finalement bouger les éléments de la roadmap. Et donc c'est assez intéressant d'y participer parce que vous devenez acteur de la roadmap de Canopsys. Donc je vous ai parlé juste avant de ce qui arrive en 2026, notamment avec l'assistant IA qu'on va mettre en place et qui servira pour d'autres éléments, comme par exemple le Template Studio, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un espèce de studio de fabrication de vos règles, de vos patterns, etc., qui va donc vous aider à mieux designer, et un détecteur d'anomalies, notamment sur les sources de données. Voilà les différents éléments qui vont apparaître. Et j'ai vu qu'il y a une question qui avait sonné. Ouais, il y a une petite question de Thomas, justement, qui s'interroge vis-à-vis de l'arrivée de l'assistant IA. Il demande si les appels à venir pour l'IA, ils seront faits localement ou via une IA externe. Il s'inquiète sur le fait que faire appel à une IA externe, ça pourrait poser des soucis de confidentialité. Évidemment que la plupart du temps, vous n'allez pas nourrir des LLM avec vos datas pour récupérer des réponses. Et donc, la réponse, c'est les deux, dans la mesure où Canopsys va plutôt s'appuyer sur, on va dire, des bibliothèques standards d'interrogation de LLM, mais qui pourront de fait interroger vos LLM locaux, si vous avez des salles de GPU ou si vous hébergez des modèles du marché chez vous. Donc, en tout cas, on pourra se baser sur vos propres solutions, si vous en avez à disposition. Et évidemment, ce type de fonctionnalité sera activable ou non, d'accord? Parce que forcément, on comprendrait bien aisément que vous ne souhaitiez pas envoyer vos datas dehors. Donc les deux, d'accord? Vous pourrez choisir d'utiliser Mistral, OpenAI, etc., ou d'utiliser vos propres API locales pour interroger les parties d'IA. Armand, je te repasse la main pour la suite, c'est ça? Bon, alors, merci à tous et je suis dispo en chat ou même encore à l'oral, évidemment, si vous avez des questions. Merci pour votre écoute. Merci à toi. Donc effectivement, vous avez compris au travers des fonctionnalités de la 25.04 et de la fonctionnalité de 25.10 qu'on est particulièrement à l'écoute de nos clients. Ces fonctionnalités, elles sont fruits de nos analyses, mais aussi justement des retours au travers du club utilisateur qu'a pu évoquer Mika. On a des contacts très réguliers avec nos clients qui nous font des retours justement sur les points à optimiser. Vous avez la possibilité justement, comme le disait Mickaël, de contrarier notre roadmap. Et c'est vrai que nos clients évoquent beaucoup, comparativement à d'autres éditeurs ou non, mais ils mettent beaucoup en avant justement notre écoute et notre capacité de dialogue. Donc voilà, on est prêt à contrarier notre roadmap, on est prêt à faire bouger les choses et on est surtout très à l'écoute de vos conseils. C'est vous qui utilisez Canopsys au quotidien et donc vos retours de prod, ils nous sont précieux. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. N'hésitez pas à nous faire des propositions et à nous remonter ce qui pourrait vous manquer dans la solution Canopsys pour ceux qui l'utilisent déjà. Et pour ceux qui ne l'utilisent pas, n'hésitez pas à nous dire ce qui pourrait vous manquer pour l'adopter, bien évidemment. Moi, je venais justement aussi reprendre la main pour vous parler du modèle économique de l'offre commerciale de Canopsys. On a voulu faire simple. Vous avez deux versions. Une version communautaire qui est librement téléchargeable avec un support communautaire qui permet de découvrir Canopsys et de bénéficier de fonctionnalités qu'on pourrait qualifier de base. Mais quand vous souhaitez utiliser Canopsys avec sa pleine puissance, l'ensemble des fonctionnalités qui ont pu vous être présentées durant ce webinaire, il faut opter pour le Canopsys Pro Edition, donc qui permet justement de bénéficier de l'ensemble des fonctionnalités. Il n'y a pas de fonctionnalité cachée, il n'y a pas de fonctionnalité en plus. Vous avez deux versions, une version allégée et une version complétée par des fonctionnalités additionnelles, donc avec des outils premium, sur lesquels on vous fait bénéficier de notre support et de notre maintenance éditeur au travers de contrats de support qui sont à choisir, et notre accompagnement éditeur au travers d'offres de créditants. Donc, je vais vous détailler tout ça par la suite. L'offre Pro Édition, vous avez la possibilité de la souscrire soit sur une période d'1 an et 3 ans, donc qui inclut le support durant les périodes concernées, soit vous avez la possibilité, et globalement c'est ce que font 80 à 90% de nos clients, d'acquérir Canopsys de manière perpétuelle,
Donc, la licence perpétuelle, elle inclut le support la première année et ce support est à renouveler à partir de l'année 2. Et donc, finalement, il y a 2 questions à se poser lorsqu'on doit faire l'acquisition de Canopsys. C'est quel type d'acquisition je souhaite faire? Est-ce que j'utilise un budget de fonctionnement, donc 1 an, 3 ans? Ou est-ce que je pars sur une souscription perpétuelle et donc je renouvelle à partir de l'année 2 le niveau de support? Donc ça, c'est la première question, c'est quel type d'investissement je fais? Et ensuite, la deuxième question, c'est quel niveau de support je souhaite souscrire. Donc finalement, on a des offres de support avec une offre de support limitée à 10 incidents par an, une offre limitée à 20 incidents par an, et une offre également illimitée en heures et jours ouvrés, et une offre 24/7, donc qui justement répond à cette problématique de disponibilité de la plateforme pour les équipes d'exploitation qui fonctionnent généralement justement en 24/7. Donc c'est vrai que beaucoup de clients s'appuient sur notre offre 24/7 pour avoir une couverture totale du service d'hypervision. Et d'ailleurs, nouveauté depuis l'été 2025, on a également créé une offre PME qui répond justement aux besoins de structures plus petites qui ont des besoins un peu allégés. Donc globalement, c'est une offre Canopsys Pro Edition avec un support limité et avec des limites en termes d'utilisateurs, des limites. Enfin voilà, je pourrais revenir sur les différentes limites qu'il y a sur l'offre PME. Mais dans tous les cas, si vous êtes une PME et que vous êtes intéressé par Canopsys, n'hésitez pas à revenir vers moi, revenir vers Edouard, et on aura le plaisir justement de vous présenter cette offre spécifique pour votre taille de structure. Donc voilà un peu pour ce que je peux vous dire sur le modèle économique. Sur les références, ce que je disais en introduction, si vous avez besoin de vous rassurer sur notre capacité à accompagner d'ores et déjà des clients, je voyais qu'il y avait eu quelques questions justement d'Inetom. Inetom fait partie de nos clients depuis quelques années, on les en remercie. Et donc, Inetom est dans le cadre d'un client d'infogérance, donc qui finalement a un besoin de reporting pour ses clients externes et qui a un besoin aussi d'agréger des supervisions de ses clients, de ses différents clients. Et donc, plus que jamais chez un infogéreur, le temps, c'est de l'argent et donc il y a besoin d'optimiser le temps d'exploitation au travers de l'hypervision. Donc on peut parler d'Inetom, mais on a également d'autres cas d'usage qui sont présentés au travers des références qui sont présentes ici. La RATP, qui est un de nos clients historiques aussi, qui nous a permis de stresser notre plateforme, de ne pas stresser notre plateforme, mais d'éprouver notre plateforme en termes d'interopérabilité, d'interfaçage, avec plus de 27 sources de données différentes. Donc les capacités de Canopsys à s'interfacer avec différentes sources, même si elles ne sont pas aujourd'hui référencées dans notre outil, dans notre documentation, n'hésitez pas à nous interroger parce que les capacités d'interfaçage sont assez fortes, elles sont même fortes, tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous interroger là-dessus. France Travail, il y a 2 cas d'usage différents, donc un cas d'usage purement hypervision technique pour les équipes d'exploitation et un cas d'usage plutôt dédié sur le reporting à destination des équipes métiers au travers d'une météo de service. Donc, on est sur 2 cas d'usage différents. Et puis, je pourrais parler de la Poste, sur lequel on a industrialisé le remplacement d'une solution d'hypervision IBM. Et on a été jusqu'à la mise en place de Canopsys. Donc, on a remplacé les sources en industrialisant la supervision et en rajoutant la surcouche Canopsys pour optimiser toujours l'exploitation par les pilotes. Et puis, 2 clients mutualistes, la SMA et la Maïf, où on est sur des cas de gestion d'incidents avec le remplacement pour SMA, par exemple, de la suite BMC. Donc, on a pas mal d'expérience sur le remplacement de suite BMC TrueSight et les remplacements se font très bien avec une forte satisfaction. Si vous souhaitez d'ailleurs avoir des retours d'expérience de nos clients, c'est possible. Et donc, SMA fait partie, comme bon nombre d'autres clients, des clients très satisfaits de ce remplacement et les pilotes nous remontent leur satisfaction et leur expérience bien améliorée avec Canopsys. Voilà quelques références que je peux vous citer, mais n'hésitez pas encore une fois à revenir vers moi, Edouard, au niveau commerce, et Michael qui reste disponible pour détailler aussi des points techniques. Donc, soit lors de ce webinaire, on a encore un peu de temps, soit au cours d'entretiens spécifiques pour étudier spécifiquement vos besoins. Je voyais qu'il y avait eu des questions durant mon passage. J'ai répondu, Armand. Il y avait une question de François qui concernait la corrélation, donc j'ai apporté la réponse. Bon, super. Et après, c'était du chat, c'était pas une question.
Bon, c'est parfait. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez surtout pas. Si vous avez encore des questions, on a encore un peu de temps devant nous. Et puis, plus spécifiquement, justement, pour étudier, vous avez vu, hein, c'est une présentation assez généraliste. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur votre environnement, on est vraiment à votre disposition et ce sera avec un grand plaisir qu'on pourra analyser vos besoins spécifiques et répondre à vos questions liées à votre contexte. S'il n'y a pas d'autres questions. Pour vous remercier. Ah pardon, je te coupe la parole, mais j'en profite pour vous remercier aussi d'avoir été présent à ce webinaire. Oui. Restez connectés, on est dans un mois, on publie la 25.10, donc ça va pas tarder. Il y avait aussi l'onglet sondage. N'hésitez pas à vous rendre dessus et puis à voter, à répondre aux différentes questions pour nous dire ce que vous avez pensé du webinar, de nous donner les objectifs pour lesquels vous étiez inscrits. Et puis, comme le disait Armand, je le redis, hein, mais on est entièrement dispo pour des démos personnalisées, des POC, etc. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées sur le slide qui est actuellement projeté et on se fera un plaisir de vous répondre. Effectivement. Alors, c'est vrai que je suis parvenu sur la démarche de POC. On accompagne régulièrement, hein, en vue de l'adoption de Canopsis, on accompagne régulièrement via une démarche de POC. Donc, n'hésitez pas à vous adresser à moi, à Edouard, qui est également disponible en background, pour ces démarches de POC. Hein, c'est des choses qu'on fait de manière assez régulière et qui fonctionnent très très bien. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de nous. Surtout que le POC devient gratuit. Je dis souvent devient gratuit parce qu'il est remboursé dans le cadre de l'acquisition de Canopsis par la suite. Donc, dans tous les cas, le prêt se fait gratuitement, mais c'est juste le temps d'accompagnement qui permet justement de valider Canopsis que l'on commercialise dans un premier temps, mais qui vous est remboursé. Donc, le POC devient gratuit. On a une formule comme ça qui permet de répondre à vos objectifs. Si on a répondu à toutes vos questions, on n'a plus qu'à vous remercier encore une fois. Et puis, vous dire à la prochaine pour la présentation de la 2510. Vous avez compris que la 2510 sortait dans un mois. Et donc, on aura l'occasion de faire un webinar. Et puis, comme le disait Mickaël, il y a un onglet sondage. On réfléchit également au fait de remettre un peu en cause le contenu de nos webinars pour peut-être zoomer sur des fonctionnalités ou faire d'autres choses. Donc, n'hésitez pas justement au travers de ce sondage ou au travers des onglets chat à donner votre avis justement sur tout ça. Écoutez, je pense que c'est l'heure de nous quitter. Merci à tous encore. Passez une belle fin de semaine et puis on se dit à très très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Allez, au revoir tout le monde.